Bonjour à tous, donc je suis Pierre Sachet de l'ADEME. Je suis ici pour vous parler d'une étude que l'on a publiée avec ma collègue Alix Bouxin, qui travaille sur le captage et le stockage du carbone, sur l'impact climatique de l'hydrogène bleu. La présentation va être un peu dense en information, donc je me permets d'avancer directement sur le sommaire pour vous exposer en fait pourquoi on s'est intéressé à ce mode de production de l'hydrogène, dans quel cadre, dans quel but, quel type de résultats on voulait obtenir, et derrière essayer de vous parler succinctement des hypothèses qui ont été prises. Initialement, je voulais déballer l'entièreté des informations qui sont sur le grand 2, mais pour laisser du temps dans les messages et vous expliquer le principe de cette note, je passerai assez succinctement sur ces informations-là. Tout a été publié hier dans une note de 21 pages sur Internet, donc sur la librairie de l'ADEME. Vous devrez récupérer donc toutes les informations, tous les graphes directement, il n'y a pas de souci. D'abord, hydrogène bleu, de quoi on parle ? C'est déjà une définition un peu compliquée. D'habitude, à l'ADEME ou en France, généralement, on n'aime pas trop parler de couleurs. L'hydrogène renouvelable, c'est quand même plus pratique à parler que l'hydrogène vert, pareil, bas carbone, gris. C'est des définitions qui sont un peu plus précises, un peu plus quantitatives. Le problème pour l'hydrogène bleu, c'est que ça concerne une certaine famille de procédés couplés à différentes familles de captage de CO2 et ensuite potentiellement différents exutoires de CO2. C'est pour ça qu'on a utilisé le terme d'hydrogène bleu. On s'y intéresse parce qu'en fait, c'est une famille de technologies, une voie de production qui permet normalement de produire de l'hydrogène bas carbone. En tout cas, il y a beaucoup de filières, d'acteurs de la filière et également d'organismes, y compris des États, qui l'ont placé dans des feuilles de route. Le principe, c'est de capter tout ou partie des émissions sur site, de vaporeformage ou alors de reformage autotherme, voire d'oxydation partielle. L'intérêt, donc, c'est d'avoir un impact climatique qui soit en émission directe très très faible. Par contre, ce qui a été relaté, peut-être vous avez vu les publications l'année dernière autour de la fin de l'été, c'est que potentiellement le bilan en termes ACV, donc sur l'ensemble du cycle de vie, serait plus discutable pour le développer comme une filière d'avenir, ou en tout cas enclencher de nouveaux investissements. Il y a eu des réponses qui contestaient ce bilan, et donc il y a un vrai débat qui s'est enclenché, notamment sur un contexte autour du pays, des États-Unis, qui a un contexte énergétique très différent de la France. C'est la première raison pourquoi ça nous intéressait, parler de bilan climatique, sachant qu'il y avait eu un débat assez prégnant là-dessus, et assez peu de production à date côté français. L'autre point, c'est qu'on parle d'un contexte réglementaire qui est en train de se mettre en place. L'hydrogène bas carbone, même s'il n'est pas encore vraiment défini, il y a quand même des premiers éléments qui sont mis en place, notamment en termes de seuil, de cible. Ça, c'est très intéressant dès qu'on parle d'évaluation environnementale, dès qu'on parle d'estimation de gaz à effet de serre, parce que du coup, on a un palier à atteindre. On essaye de viser ce seuil-ci. On s'est intéressé plus particulièrement au seuil de la taxonomie, comme c'était le plus exigeant. Ensuite, ce qui nous intéressait aussi, c'était de se concentrer sur le contexte français, avec un approvisionnement en gaz qui est très différent de celui des États-Unis. Vous verrez plus tard dans la présentation que le bilan global de l'hydrogène bleu est extrêmement dépendant des imports et du mix gazier. C'est donc, en fait, on ne peut pas transposer l'ensemble des réflexions qui ont été faites sur l'hydrogène bleu dans le cadre des États-Unis au cas français. C'est un raccourci qui n'est pas possible, notamment également en raison du soutirage électrique qui est fait par certains types de technologies, avec un mix électrique qui est bien sûr très différent en France. C'est pour ça qu'on a choisi de produire une note au sein de l'ADEME en estimant, faisant des premières estimations, premiers éléments d'analyse sur quelle pourrait être la compatibilité entre des voies de production d'hydrogène bleu et la notion de bas carbone, et savoir si c'est finalement une filière que l'on peut qualifier comme d'avenir, et si oui, dans quelles conditions. Déjà, un petit préambule, cette étude n'est pas une ACV, c'est-à-dire elle prend les recommandations méthodologiques de l'ACV. On n'a pas conduit une ACV en quelques mois, c'est quelque chose qui se fait de manière beaucoup plus chronophage avec un comité de revue critique. Par contre, ça pourrait être des premiers éléments pour conduire une analyse de cycle de vie dans les règles de l'art avec l'intégralité des autres impacts environnementaux, comme on l'a fait pour l'hydrogène électrolytique ou pour le vaporeformage de gaz naturel qui a été publié en 2020 par l'ADEME.
L'autre point, c'est du coup, les données présentées ici ne sont pas publiées dans la base carbone comme ce qui a été issu de la CV. Par contre, ça permet d'avoir des ordres de grandeur. Les choix méthodologiques, assez succinctement, ça a été déjà de se baser sur le cycle de vie et pas sur les émissions directes, puisque là, on parle d'une politique ambitieuse de réduction des émissions à des horizons temporels assez lointains, finalement, quand on parle de la taxonomie. Donc, on s'est basé sur le cycle de vie, d'autant plus que la taxonomie cite les ISO 14, 64, 67 pour estimer le seuil de 3 kg de CO2 par kg d'H2, pour estimer si c'est bas carbone. Ensuite, on s'est concentré uniquement sur le CCS, qui est la voie finalement la plus performante en termes d'impact climatique, dès lors que le CCU, donc la valorisation du carbone, implique des périmètres méthodologiques assez complexes. Donc on a préféré faire une analyse quand même assez simpliste, se basant sur le meilleur des cas en ce qui concerne l'utilisation du carbone. Ensuite, le PRG 100, c'est-à-dire le pouvoir de réchauffement global, on s'est positionné sur un cas de base à 100 ans, ce qui est assez classique pour ce type de méthodologie. Je le mentionne parce qu'il y a eu, sur ce sujet-là, il y a eu différentes études qui utilisaient le PRG 20, donc à 20 ans, où le méthane est beaucoup plus impactant, comme vous pouvez le voir avec le tableau à droite. Donc c'est un choix méthodologique un peu plus particulier qu'on a fait en analyse de sensibilité, mais que je ne détaillerai pas dans cette partie. Sur l'approvisionnement en gaz naturel, qui, je vous l'ai dit, est un facteur clé, je vous invite juste à vous concentrer sur le diagramme en haut à droite, sur la part des approvisionnements, parce que je vais devoir passer sur cette slide par léger manque de temps. Ce qui est important, c'est de se focaliser sur le poids relatif des pays d'importation qui ont tous des émissions amont liées à la production et la transmission du gaz naturel qui sont très différents. Donc derrière, dans les émissions amont liées à la production d'hydrogène bleu, ce mix va être de premier ordre, va être de première importance. Je passe donc à la partie procédé. On s'est intéressé au vaporeformage de gaz naturel, qui est la technologie classique, en tout cas en France, pour la production d'hydrogène. Vous voyez, en fait, si je vous expose le procédé, c'est que quand on parle de captage et stockage de CO2, dans le cas d'un SMR, d'un vaporeformeur de méthane, il y a deux possibilités pour positionner la grille de captage, au moins deux essentielles. La première étant uniquement sur le gaz résiduaire, qui est en sortie de PSA, qui concerne donc 60% des émissions de CO2 à peu près. L'intérêt, c'est que c'est un flux très concentré. L'autre possibilité, c'est de se positionner en gaz de combustion. Donc ici, on a l'intégralité des émissions qui sont captées, les émissions directes. C'est donc beaucoup plus performant, mais beaucoup plus énergivore aussi, puisque le CO2 est beaucoup moins concentré. Et donc, on a des problématiques de captage très différentes. Les deux cas seront traités dans cette analyse. C'est pour ça que je le mentionne. C'est à différencier du reformage autotherme, qui est un autre procédé, qui est estimé à TRL8 par l'AIE, mais qui est en cours de déploiement dans certains pays, qui, lui, a la particularité de n'avoir un seul flux de CO2 très concentré, et qui permet une intégration de la brique de captage qui est potentiellement beaucoup plus simple. Vous le verrez dans les résultats d'ailleurs, il y a un biais qui confirme l'intérêt de ce procédé. Pour passer à la brique de captage, donc en sortant des procédés, on s'est intéressé à deux types de technologies assez représentatives actuellement de ce qui se passe dans la filière. C'est d'une part la cryogénie, qui lui, qui est un procédé qui utilise essentiellement l'électricité, donc qui est particulièrement intéressant dans le cas français, et d'autre part l'absorption aux amines. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les amines, à contrario, ils ont un autre besoin énergétique. Ils ont besoin de chaleur. Donc généralement, c'est apporté par un flux de vapeur qui différencie ce procédé essentiellement de la cryogénie avec d'autres paramètres qui sont mentionnés dans le tableau. En termes de performance, parce que c'est très important dès qu'on parle d'hydrogène bleu avec captation des émissions sur site, on a pris un taux de captage assez élevé, mais c'est représentatif de ce qui se fait actuellement dans les installations en cours de déploiement. C'est-à-dire on parle vraiment sur un flux de CO2 donné, on capte plus de 90% des émissions. Et ça, c'est de premier ordre dans les résultats. Et comme je le disais, on a intégré, suivant le scénario,
de la cryogénie ou de la mine sur les différents types de procédés. Pour y voir un peu plus clair, parce que là j'ai déroulé les différentes épiteuses, je vais vous montrer les scénarios qui ont été modélisés. Les scénarios, ils sont au nombre de 5. Déjà, un cas de référence, un vaporoformeur de méthane, qui n'a pas de CCS. Ça, c'est représentatif de la majorité du parc actuel pour l'instant. Ensuite, un autre cas avec captage partiel des émissions, donc sur environ 60% des émissions, comme je vous l'ai montré sur le schéma du vaporoformeur de méthane. Voilà, sur les autres cas, on parle par contre de captage sur les fumées, donc sur des émissions, sur l'ensemble des émissions du site. Le premier cas, je vous ai parlé du besoin thermique dont ont besoin les amines pour le captage du CO2. Le premier cas, c'est dans le cas d'un procédé optimisé, un SMR en fait à différents flux de chaleur, on peut recirculariser les besoins en vapeur pour alimenter la brique de captage. Et donc optimiser derrière le captage du CO2 qui se fait sur une seule unité. Ça, c'est très intéressant et ça permet d'avoir des bonnes performances dans le cadre d'un SMR. Par contre, l'autre cas, c'est si jamais la vapeur issue du SMR est déjà très utilisée ou intégrée dans un autre procédé. C'est le cas notamment pour la cible ammoniac. C'est-à-dire que pour les SMR qui sont totalement liés à un procédé Haber-Bosch, on a par contre une problématique d'intégration dès lors qu'on a besoin de besoins thermiques supplémentaires. Et donc, on a modélisé une sensibilité où il y a des besoins additionnels de gaz naturel qui sont produits à côté. Et donc, dans ce cas-là, les émissions, on a considéré qu'elles n'étaient pas captées en raison du double investissement dans une brique de captage qui serait nécessaire. Voilà, c'est une analyse de sensibilité. On s'est intéressé à ce cas-là puisqu'il pourrait rentrer en vigueur avec la décarbonation du secteur. Le dernier cas, c'est sur des installations de reformage autotherme. Et donc là, potentiellement de nouvelles installations avec captage sur l'entièreté des flux. On s'est basé sur différents modèles déjà réalisés pour obtenir ces résultats. Alors, beaucoup de choses à dire sur cette slide qui déjà montre la limite taxonomique dont je vous parlais à 3 kg de CO2 par kg d'H2. Ensuite, il y a une comparaison qui est faite avec l'ACV sur l'électrolyse, qui a été faite donc en 2020 par l'ADEME, avec dans ce cas-là le scénario avec un mix 100% français. La comparaison reste tendancieuse puisque dans un cas c'est une ACV, donc qui est vraiment normée, et dans l'autre cas c'est une analyse que l'on a faite nous hors d'un cadre d'un ACV. Donc c'est plus pour donner une référence qu'une réelle comparaison. Ensuite, un premier message qu'on peut voir, c'est que certains scénarios sont franchement au-dessus de la limite taxonomique. Je pense au cas 2 et au cas 3B. Puisque forcément, pour le cas 2, on s'y attendait peut-être un peu plus du fait qu'on ne capte qu'une partie des émissions. Et vu l'ambition de la limite taxonomique et même des autres limites qui sont mises en place pour définir qu'est-ce qu'un hydrogène vraiment bas carbone pour le futur, on est sur une compatibilité assez faible. Par contre, on voit que le scénario ATR, en fait, du fait notamment du mix français, puisqu'il y a un soutirage d'électricité qui est très peu impactant dans le cas de la France, on a une performance qui est très bonne. Mais par contre, pour un SMR, même optimisé, donc ce que je vous évoquais avec les flux de chaleur, de notre analyse, on trouve qu'en fait, ça reste non compatible avec la cible taxonomique. Il y a des évolutions qui sont possibles à la hausse ou à la baisse, je vous le montrerai dans la slide de conclusion, mais c'est déjà un résultat assez fort sur l'opération des SMR actuels. Je passe sur l'analyse en PRG20 par efficacité et je vous montre ce que je vous avais promis sur le mix gazier. Là, en fait, ce qu'on a essayé de représenter, c'est l'impact carbone d'un kilogramme d'hydrogène bleu dans le cas d'un SMR optimisé, si jamais il y avait 100% des imports qui venaient d'un seul pays. C'est pour vous montrer finalement la sensibilité sur les émissions fugitives, qui sont faites donc en amont. Ce qui est assez important de voir, c'est finalement la performance des pays européens, Norvège, Pays-Bas, sur leur contrôle
et la robustesse des données qui sont récupérées en ce qui concerne les émissions donc, de gaz naturel, les émissions induites de méthane, qui sont au niveau de la production et de la transmission jusqu'à la France. Par contre, c'est beaucoup moins le cas pour les autres pays, et c'est encore moins le cas pour les États-Unis pour des raisons de gisement et de réseau, et également d'incertitude de données, comme vous pouvez le voir au niveau des barres. C'est que la littérature est assez active sur le sujet. Et ça pose plusieurs questions quand on voit l'évolution en cours des approvisionnements de gaz naturel. C'est pour ça qu'on met un point de vigilance particulièrement avec l'augmentation des imports venant des USA. C'est quelque chose qui est ressorti d'un article récent de Novetics également. En essayant de synthétiser en quelques messages clés, on a émis plusieurs hypothèses pour revenir à l'idée que le SMR, donc le vaporeformage de méthane, avec captage partiel des émissions, donc uniquement sur 60% des émissions, ne nous semble pas à date une solution pour produire de l'hydrogène bas carbone du fait de sa trop grande divergence avec les objectifs taxonomiques ou des autres seuils. Je vous précise que l'ensemble des messages clés ici est valable pour le CCS. Je ne parle pas de valorisation de carbone, puisque ces performances méthodologiquement seront forcément moindres ou au plus égales selon l'allocation. Ensuite, plus généralement, au niveau de l'opération des SMR, c'est vrai que cette note elle nous fait poser des questions, c'est-à-dire que même avec un procédé optimisé, enfin ce qui nous semble optimisé de notre analyse, on n'est pas sur des niveaux qui sont compatibles avec le seuil européen, si on raisonne en ACV. Alors, il y a des évolutions qui sont possibles, notamment le fait d'avoir un changement des approvisionnements, comme je vous le montrais avec le graphe précédent. Là, par contre, on est plutôt d'aller dans le mauvais sens, c'est-à-dire d'aller au-delà des 3,5 kg du scénario dont je vous ai montré de SMR optimisé. Il y a également une possibilité que ça aille à la baisse. Si jamais il y a un gisement de gaz renouvelable qui est assez important pour permettre une décarbonation profonde du réseau. Nous, là-dessus, on met un warning côté ADEME, c'est que dans nos exercices prospectifs qu'on a publiés en novembre, très clairement, la place de la pression de la biomasse dans l'élaboration des scénarios, et nous a montré que le gisement de gaz renouvelable n'est pas extensible. Il y a la majorité des cas qui nous montrent qu'on va être en mesure de décarboner le réseau de gaz à hauteur de 200 TWh, quelque chose dans le genre. Donc on n'est pas du tout sur les niveaux de consommation actuels, autour de 450 TWh, qui inciterait à opter pour des alternatives dès lors que le gaz est substituable suivant le secteur. Ça, c'était l'opinion ADEME. Derrière, en France, on voit aussi que les ATR pourraient permettre de produire de l'hydrogène bas carbone au vu de la modélisation faite. Derrière, il faut avoir en tête que ce n'est pas uniquement une histoire de bilan environnemental, également une histoire de stratégie. Enfin, en message plus globalisant de conclusion, on voit l'importance des émissions fugitives dans le gaz naturel. Et on voit surtout qu'elles sont très souvent à haut niveau d'incertitude et avec donc un indice de confiance assez faible. Donc on est amené à privilégier les approvisionnements de gaz à faible émission. J'ai été trop long, j'en finis ici. Et merci beaucoup pour vos attentions. Les contacts sont sur cette slide. Vous pouvez nous contacter si besoin.